Merci à tous d'assister à ce séminaire. C'est un plaisir de vous parler effectivement du thème que je vais évoquer sur la sécurité globale des algues sur le plan alimentaire et environnemental. Il se trouve que effectivement, je travaille dans ce domaine-là, notamment de manière très active depuis presque 2 ans, et que ça découle essentiellement de mon engagement en coordinateur scientifique d'un projet d'investissement d'avenir dans le cadre du programme biotechnologie bioressources, qui est le projet IDEALG, qui visait à soutenir donc par la recherche le développement de la filière algue en France, et qui m'a amené forcément à travailler beaucoup au-delà de mes thématiques de recherche avec donc des entreprises et la société, mais également travailler à l'international. Et dans ce contexte-là, j'ai été amené à rencontrer donc des collègues qui à travers notamment de projets européens, m'ont mis en contact avec des représentants de fondations, notamment comme la Fondation Lodge Register, qui m'ont amené dans toutes ces thématiques et à coordonner dans des actions à l'échelle internationale aujourd'hui. Donc, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Avant d'aller plus loin donc, sur ces thématiques-là, je voudrais vous rappeler effectivement 2 grands enjeux aujourd'hui qui concernent donc les macroalgues dans le monde, qui sont d'une part que face au changement climatique, en fait, les populations naturelles d'algues sont clairement menacées. Il y a des régressions en fait, et des déclins dans les populations naturelles qui peuvent atteindre plus de 50% donc dans des régions australes, notamment de la Nouvelle-Zélande, de la Tasmanie, mais également dans d'autres régions du monde. Et dans ce contexte-là, on se pose la question de comment les algues pourraient contribuer à atténuer en fait, les effets du changement climatique et prévenir l'érosion de la biodiversité dans un contexte où elles sont en régression. Et à la fois donc, dans un contexte où on comprend encore très mal leur rôle dans la captation, surtout la séquestration du carbone, sachant que effectivement, des travaux scientifiques ont clairement montré, et donc ont été publiés largement donc, ces dernières années, montrant qu'une partie de la biomasse algale était exportée donc, vers des grands fonds et séquestrée de manière durable donc dans les océans, qu'une bonne partie aussi du carbone qui est capté par les algues est libéré sous forme d'exudat et rentre dans d'autres cycles du carbone, donc va contribuer à d'autres devenirs en fait, du carbone dans les océans. Toute cette problématique, elle est en pleine réflexion scientifique aujourd'hui, avec également donc, des projets qui visent à quantifier la séquestration du carbone, et notamment une opération qui est menée par une fondation internationale qui s'appelle la Fondation Océan 2050, qui est en train de travailler dans 19 fermes d'algues à l'échelle mondiale pour quantifier dans les sédiments donc, qui entourent ces fermes d'algues le carbone qui a pu être séquestré pour, dans certains cas, plusieurs siècles en fait, de pratiques dans ces fermes d'élevage. L'autre grand enjeu en fait, dans le domaine des algues, c'est de répondre ou non à la question de savoir si les algues pourront contribuer à nourrir 10 milliards d'humains donc en 2050 et pourquoi les algues peuvent compter effectivement comme solution pour résoudre ces problèmes liés à des inquiétudes effectivement sur la contribution de l'agriculture globalement à pouvoir relever un certain nombre de défis, notamment en lien avec le changement climatique. Mais également donc, sur l'ensemble des productions marines, qu'elles soient donc, et aquatiques d'ailleurs, hein, qu'elles soient de poissons liés à des pêcheries, donc avec la problématique qu'on a déjà évoquée à l'Académie du déclin d'un centre de pêcherie et même de rupture en fait, dans des écosystèmes de pêche donc, qui ont été constatés à l'échelle mondiale donc dans les dernières décennies. Le développement de l'aquaculture, donc en particulier l'aquaculture de poissons, qui reste effectivement l'aquaculture dominante donc à l'échelle mondiale, en particulier par la masse en fait, de production d'eau douce. Donc j'ai eu l'occasion de l'évoquer lors de notre colloque avec Serge Poulet. Et effectivement, des productions qu'on va dire de plus bas niveau trophique qui se sont développées au niveau mondial de manière assez ancienne. En particulier, on peut évoquer effectivement l'élevage de coquillages qui donc, a pris son essor au XIXe siècle et qui
aujourd'hui connaît donc une mondialisation effectivement importante et pointé comme vraiment un mode d'élevage qui peut, avec une faible, donc, un faible impact environnemental en termes de gaz à émissions à effet de serre en fait. Et puis donc les algues, donc, dont l'aquaculture aujourd'hui représente quand même près de la moitié en fait des productions aquacoles marines et plus de 25% en fait des productions aquacoles totales. Donc les statistiques de la FAO donc viennent d'être donc rendues publiques. Donc on a eu pour l'année 2018 donc plus de 32 millions de tonnes donc fraîches d'algues qui ont été produites à l'échelle mondiale. Donc comme je dis, en termes de production aquacole, ça représente effectivement une quantité très significative, mais si on le met à l'échelle des milliards de tonnes effectivement de production végétale terrestre, ça reste relativement modeste et on peut effectivement se poser la question de la contribution effectivement des différents groupes d'algues à l'alimentation et ou à d'autres effectivement contributions indirectes dans l'alimentation. J'ai eu l'occasion de l'exposer dans mon colloque, dans le colloque du mois de décembre. Donc, les algues brunes représentent aujourd'hui donc une quantité importante de l'aquaculture mondiale d'algues, avec plus de 14 millions de tonnes, essentiellement de deux algues, donc la laminaire japonaise et le wakame, donc qui sont donc produites essentiellement comme aliment et consommées très directement, mais également donc une production qui va vers la production d'ingrédients et d'autres applications vers l'agriculture. Une partie de cette biomasse, en fait, est encore issue de récolte d'algues à l'état sauvage, mais ça représente donc aujourd'hui moins de 1% en fait de la production mondiale totale. En ce qui concerne les algues rouges, en fait, c'est paradoxal puisque les algues rouges, effectivement, représentent aujourd'hui donc la majorité des algues cultivées dans le monde, avec plus de 18 millions de tonnes fraîches, mais elles sont essentiellement utilisées donc pour en extraire des ingrédients, donc des composés gélifiants épaississants qui sont bien connus comme les carrageenanes et les agars, produits surtout à partir d'algues rouges tropicales. Et puis donc qui aujourd'hui rentrent indirectement dans tous les productions agroalimentaires, donc que ce soit bien sûr des productions lactées, mais aussi y compris des productions de viande. Et puis aujourd'hui, donc les algues vertes restent encore donc minoritaires en termes de production mondiale. On est inférieur à 200 000 tonnes produites à l'échelle mondiale. On a même une tendance à la décroissance. Ce sont essentiellement des algues aliments en fait qui sont produits à l'échelle mondiale actuellement, mais on a un développement vers des applications dans d'autres domaines, en particulier des algues vertes qui pourraient être produites à la fois donc, comme un ingrédient donc, pour la chimie verte et notamment vers les bioplastiques avec des projets en France, par exemple, comme le projet de l'entreprise Eranova du côté de Fos-sur-Mer. Donc, les algues, effectivement, pourquoi elles sont importantes en termes de nutrition? Donc, effectivement, on peut le voir en termes de santé, mais on a bien d'autres aspects, effectivement, qui font que les algues, aujourd'hui, donc, sont importantes donc, pour la nutrition, en termes, effectivement, d'apporter des fibres. Et c'est 50% en fait de la biomasse sèche de la plupart des algues, c'est effectivement composé par la paroi cellulaire, donc le potentiel des fibres et notamment leurs propriétés prébiotiques sont très très importantes. Les algues, c'est aussi beaucoup donc, de matières minérales, donc pour contribuer aux apports journaliers, effectivement, que ce soit en minéraux donc, peu abondants dans l'industrie terrestre, effectivement, tout comme le magnésium, le manganèse, l'apport de fer, mais aussi bien sûr l'apport de calcium. Et puis donc des apports vitaminiques qui sont loin d'être négligeables, des apports donc de composés antioxydants, tout comme effectivement un certain nombre de plantes les apportent. Et puis en termes de lipides, ben, tout dépend effectivement de quelles algues on parle, puisque les quantités de lipides qui sont accumulées dans les grandes algues marines qui sont consommées le plus aujourd'hui à l'échelle mondiale sont limitées, et c'est surtout les algues microscopiques en fait qui peuvent accumuler des réserves de lipides, notamment certains très riches en composés oméga 3. Mais cela dit, donc la consommation d'algues, de macroalgues au niveau mondial apporte également donc, des lipides dans l'alimentation. Et puis en ce qui concerne les protéines, ben, les teneurs sont très très variables en fait entre les groupes d'algues.
ce soit les algues brunes, effectivement, qui sont rarement au-dessus de 10-15% de la matière sèche en protéines, et puis un certain nombre d'algues rouges qui sont tout à fait comparables en fait, à des teneurs en protéines qu'on peut retrouver dans des productions végétales terrestres comme le soja. On a certaines algues rouges qui peuvent atteindre jusqu'à 30% de leur matière sèche donc en protéines. Dans ce contexte-là, il y a eu donc des statistiques de la FAO. Alors, peu importe le tableau, ce qui est important de retenir, c'est effectivement le titre de ces diapositives. C'est que les algues marines, globalement, aujourd'hui, contribuent donc très très peu à l'apport protéique, aux apports protéiques globaux donc à l'échelle mondiale, hein, donc 0,8% des apports protéiques mondiaux contre 6% pour les végétaux terrestres. Donc ces statistiques-là que la FAO a retravaillées à partir de données de 2013 sont intéressantes. Effectivement, elles montrent qu'on a des très grandes disparités à l'échelle mondiale dans ce domaine-là. Et donc, notamment, ce qui est intéressant à montrer, c'est que pour certains pays, on reste très très faible en termes d'apport protéique, mais dans certains cas, comme des pays comme la Corée du Sud, donc l'apport des protéines d'algues représente 20% des protéines végétales donc, qui sont apportées dans l'alimentation dans ce pays. Donc on le voit, il y a un potentiel en fait qui est très très important, mais qui va demander de changer d'échelle en fait en termes de dimension en fait des productions d'algues à l'échelle mondiale. Donc c'est une aquaculture en fait qui connaît une progression donc depuis plusieurs décennies de l'ordre de 8 à 10% par an, donc qui a une progression vraiment importante. Mais si on se réfère à ce qui se passe dans les pays occidentaux, on est bien loin de ces taux de croissance. Enfin, on est dans ces taux de croissance-là, mais on part de pratiquement rien en termes de production végétale cultivée en mer. Et donc là, depuis 2 ans maintenant, donc, on dispose de statistiques donc, au niveau français qui sont disponibles sur la plateforme Agreste et qui recensent en fait toutes les productions donc, de culture d'algues, qu'elles soient d'ailleurs de macroalgues, d'algues microscopiques, mais aussi donc, de cyanobactéries, donc avec la spiruline, qui représente aujourd'hui un grand nombre d'entreprises productrices, puisqu'on a effectivement un grand nombre de petits producteurs, 161 entreprises en France, qui représentent aujourd'hui une production de 200 tonnes en fait, de spiruline, avec une valeur d'ailleurs économique qui est loin d'être négligeable. Mais je voudrais donc insister moi sur les macroalgues où en fait comparé aux 32 millions de tonnes mondiales, en fait en France on reste donc en 2019 à une production totale de 150 tonnes produites en culture, donc un chiffre très très bas, même s'il représente aujourd'hui donc 10 entreprises hein, qui sont impliquées dans cette culture, et où on a donc un accroissement dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ce secteur, il est en croissance, hein, parce que les chiffres entre 2018 et 2019, là, dans le rapport Agreste, ont évolué. On était à 100 tonnes en fait en 2018, on est passé à 150 tonnes donc en 2019, et on va encore donc avoir une progression en 2020 et 2021. Mais en fait, cet essor en fait dans les productions d'algues donc en France et plus largement dans les pays occidentaux se heurte aussi à un grand nombre d'obstacles, et en particulier des grandes questions en fait sur la sécurité donc on va dire la sûreté alimentaire en fait des algues. Autant donc on voit la sécurité en termes d'approvisionnement donc à l'échelle mondiale commence à venir, autant le problème de la sûreté alimentaire est une question qui reste posée, en particulier suite à un certain nombre de rapports de l'ANSES hein, qui sont parus donc depuis 7-8 ans sur des risques potentiels en fait, de la consommation d'algues. Manger trop d'algues pourrait être dangereux pour la santé, été repris donc, par différents organes de presse, hein, puisque les rapports de l'ANSES demander aux consommateurs d'algues de rester vigilants sur les risques d'excès d'apport en iode par la consommation d'algues, mais aussi sur les risques d'une forte exposition au cadmium via la consommation des algues alimentaires. Alors ces rapports de l'ANSES ont fait beaucoup réagir à la fois les scientifiques et bien sûr des entrepreneurs hein, donc, qui sont aujourd'hui impliqués dans le développement des productions d'algues et de la consommation d'algues.
Et ils sont basés effectivement sur des faits, hein, donc que des mesures effectivement de teneur en algues, en différents éléments donc dans ces algues, mais je vais essayer donc dans les diapos qui vont suivre d'atténuer un petit peu ces éléments effectivement de faits qui ont été communiqués par l'ANSES pour montrer que, en fait, si on s'en réfère aux bases scientifiques derrière la quantification de ces éléments à risque dans les algues, on peut avoir effectivement d'autres types de recommandations, surtout si on rapporte en fait aussi ces risques avec la consommation d'algues donc dans les pays occidentaux en particulier, qui reste très limitée actuellement. Donc la consommation d'algues, effectivement, elle fait partie des préoccupations effectivement de sûreté alimentaire depuis longtemps, et en particulier avec les problématiques en fait, liées aux algues microscopiques et aux cyanobactéries, en particulier que ce soit en eau douce, avec tous les phénomènes récurrents aujourd'hui de prolifération, donc notamment de cyanobactéries toxiques dans les eaux douces, en particulier dans les pièces d'eau dans lesquelles on fait des prélèvements d'eau potable, avec les risques pour les animaux, hein, donc de la consommation de ces eaux douces. Et bien sûr aussi en mer, donc vous connaissez tous les problématiques d'algues toxiques, en particulier d'un certain nombre de groupes d'algues microscopiques comme les dinoflagellés, donc qui vont produire un certain nombre de toxines qui peuvent être paralysantes ou diarrhétiques, mais aussi des groupes de diatomées qui produisent des toxines donc avec des effets neurologiques importants, comme l'acide domoïque, et qui ont fait l'objet de pas mal d'actualités, puisqu'on voit que, en fait, sur cette carte, c'est des événements en fait récurrents de prolifération de ces algues, donc, dans certaines zones donc, de l'océan mondial sont très importantes. Alors, la plupart du temps, c'est dans des zones effectivement à fortes activités humaines, et ces proliférations sont liées à des déséquilibres en fait dans les écosystèmes, et en particulier des excès de nutriments qui favorisent en fait les blooms de ces espèces toxiques. Mais aussi dans certains cas, on a des événements qui sont dans des zones moins anthropisées. Souvent, on a aussi des événements qui peuvent être liés à la proximité d'élevage d'animaux en mer. En particulier, tout le monde connaît donc l'exemple des problématiques de prolifération d'algues toxiques au Chili, donc à proximité des élevages de saumon, qui ont causé des désastres considérables effectivement dans ces mêmes élevages. Donc on voit effectivement que toutes ces problématiques de déséquilibre. Donc dans ce contexte-là, on a un suivi, bien sûr, et dans ce domaine-là, les organismes comme IFREMER en France assurent la veille sur la présence ou non de toxines dans notamment les coquillages, hein, qui sont les principaux organismes accumulateurs en fait, de ces coquillages, et qui vont après redirectement pouvoir être rentrés dans l'alimentation humaine et causer donc des problématiques sanitaires. Donc on a des systèmes de surveillance très importants. Et en fait, si on se base effectivement sur la sûreté alimentaire de ces algues, elles ne sont pas ou très peu consommées directement, donc il n'y a pas d'exposition directe des consommateurs à ces algues-là. Donc si on revient maintenant à l'alimentation à partir des algues, eh ben, en fait, si on se base sur l'alimentation actuelle des algues, on ne consomme que des algues non toxiques, c'est-à-dire des algues, dans les algues macroscopiques, il n'y a absolument aucune toxine de produite équivalente en fait des toxines diarrhétiques ou paralysantes dont je viens de parler. Il peut y avoir donc des risques que je vais évoquer, mais absolument pas des risques liés à des toxines. Et donc même les animaux qui consomment ces algues, bien sûr, à l'échelle donc des océans, n'accumulent pas en fait de composés toxiques, même s'il y a bien sûr des interactions biotiques entre ces algues et les organismes qui les consomment. Ça ne conduit pas à des accumulations de toxines dans l'environnement. Les risques en fait qui sont liés à la sûreté alimentaire en fait des grandes algues sont de plusieurs types. Parce qu'il y a trois grands types en fait de risques pour les grandes algues en mer. C'est d'une part la contamination possible par des bactéries pathogènes pour l'homme lors du stockage ou du lavage de la biomasse fraîche de ces algues, et donc bien sûr de la possibilité que ces organismes se retrouvent dans toute la chaîne de transformation de ces algues-là.
c'est l'accumulation de métaux lourds donc dans les algues, comme je l'évoquais tout à l'heure avec les avis de l'ANSES. On parle de métaux comme l'arsenic, le cadmium, le plomb, le mercure. Et puis bien sûr une forte teneur en sel iode dans ces algues-là. C'est vraiment les trois grands risques qui sont donc identifiés actuellement, mais il y a des risques plus mineurs en fait, qui peuvent être localisés donc, ou éventuellement ou émergents donc pour les macroalgues marines. En particulier des risques pour l'alimentation que peuvent représenter des allergènes, notamment parce que les algues, bien sûr, lorsqu'elles sont cultivées dans le milieu naturel, sont colonisées par différents organismes, qui peuvent être d'ailleurs des épibiontes, mais aussi des organismes qui vont juste venir se nourrir à la surface des algues et être présents lorsqu'on les récolte. Notamment, c'est le cas de nombreux petits crustacés, qui peuvent être des micro-crustacés, qui peuvent être très difficiles à éliminer des algues au cours des lavages et qui peuvent donc causer la présence d'allergènes de type, effectivement, produits de crustacés donc, dans les algues. On a aussi aujourd'hui des problématiques liées à l'absorption en fait, de particules de plastique sur les algues, donc une problématique assez nouvelle. On aura peut-être l'occasion justement d'évoquer dans le colloque qui va être dédié au plastique et aux micro-organismes, donc organisé par notre collègue Georges Barbier de la section 5. Également des risques très localisés sur la radioactivité. Moi-même, j'ai été amené à travailler avec des collègues de l'IRSN donc, sur le site de la Hague, où on a des rejets effectivement de l'usine de retraitement qui occasionnent de l'accumulation de radioéléments donc, dans les algues, mais ça peut être aussi dans des pollutions effectivement accidentelles, comme ça a été le cas donc, de Fukushima, où on a retrouvé donc, bien sûr tout de suite du césium radioactif et de l'iode radioactif donc, dans les algues, dont certaines étaient des algues cultivées et consommées au Japon. Et donc, on a eu un arrêt complet de plus de 40% en fait, de la production de certaines algues donc, dans la région de Fukushima suite à la problématique de l'accident nucléaire. On a aussi bien sûr des pollutions possibles par d'autres polluants donc, qui se retrouvent dans les mers, donc, comme les hydrocarbures ou les pesticides. Donc, pour revenir sur les risques de bactériose, donc, il y en a relativement peu de rapportés en fait, donc dans la littérature, mais il y a des événements, notamment ici, qui ont pu être répercutés par des grands médias, donc comme cette pollution, enfin contamination par des salmonelles en fait, donc au Pays de Galles en fait, donc où une petite algue rouge qui s'appelle porphyra, donc le nori en japonais, est consommée de manière très traditionnelle et où effectivement il s'est retrouvé que ces préparations d'algues probablement donc conditionnées de manière inappropriée ont accumulé des salmonelles dans des conserves en fait de cette algue-là, puisque cette algue est principalement commercialisée sous forme de conserve au Pays de Galles. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures d'hygiène au cours du traitement des algues qui peuvent facilement remédier à ça, en ne stockant pas en fait, des algues rincées à l'eau douce, notamment trop longtemps, puisque effectivement, ces bactéries pathogènes pour l'homme colonisent très peu donc, les algues lorsqu'elles sont encore donc, entourées d'eau de mer. C'est surtout lorsque effectivement, la salinité diminue que ces bactéries peuvent prendre le dessus. Elles peuvent aussi interagir de manière négative avec les algues qui sont associées naturellement, les bactéries qui sont associées naturellement aux algues. Donc, on peut aussi avoir recours à des moyens de stabilisation très rapides en fait, de la biomasse, comme la surgélation ou le séchage rapide, qui peuvent vraiment donc, permettre d'atténuer effectivement ces risques de contamination. Dans ce domaine-là, les normes bactériologiques sont très bien établies et sont communes avec d'autres domaines de l'agroalimentaire et puis des autres produits de la mer. Donc aujourd'hui, la problématique des bactérioses n'est pas une problématique de sûreté donc, alimentaire qui interroge le plus en fait par rapport aux algues, et en tout cas les solutions existent pour avoir et les standards sont déjà en place pour pouvoir garantir effectivement la prévention de ces risques. En ce qui concerne les risques de l'accumulation de métaux lourds, c'est un petit peu plus problématique effectivement aujourd'hui parce qu'on a encore une connaissance assez partielle de l'accumulation de ces éléments par les algues. On sait effectivement, donc de par tous les travaux qui ont pu être menés,
sur la paroi donc, cellulaire des algues pour valoriser justement les composés donc comme les carrageenanes, agar et alginate, qui représente une barrière de polyélectrolyte anionique qui assure un crantage en fait, des cations divellants. Donc la paroi, c'est vraiment donc, 50% de la matière sèche de l'algue, donc c'est tous les métaux divellants peuvent être chélatés en fait, hein, donc sur les polysaccharides anioniques. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que ces parois peuvent aussi donc retenir et absorber donc des anions, en particulier comme des arsenates ou des iodures. C'est effectivement des recherches donc récentes donc, que je vais évoquer, auxquelles j'ai pu participer. Bien sûr, les risques de l'accumulation de métaux lourds, ils peuvent être facilement donc, évités en maintenant les algues dans des environnements effectivement, qui ne sont exempts de contamination. Donc, il est exclu effectivement de récolter ou de cultiver des algues dans les zones portuaires et certaines baies qui peuvent être contaminées. Mais par contre, les algues peuvent être aussi donc, utilisées donc, dans des zones contaminées pour de la bioremédiation. C'est le cas notamment en Chine, où aujourd'hui, une partie donc, des cultures d'algues se font dans des baies qui sont très contaminées et où, bien sûr, ces algues sont impropres à la consommation directe, mais peuvent être valorisées sous différentes formes. En particulier, on peut, à partir de ces algues même qui ont accumulé un certain nombre de métaux lourds, retrouver un certain nombre d'ingrédients et les utiliser dans différents domaines industriels. Les risques de l'accumulation de métaux lourds, en fait, ils reposent sur, bien sûr, différentes voies, et en particulier le fait qu'on peut avoir des transferts de l'arsenic accumulé donc, dans les algues à travers l'alimentation via d'abord l'alimentation animale, puisque donc, un certain nombre d'algues, en particulier dans des pays occidentaux, comme ces algues brunes, donc, comme représentées ici, donc, sont apportées en fait, dans l'alimentation animale et peuvent représenter en fait, des risques pour l'alimentation humaine, en particulier par la consommation de viande. C'est des risques qui ont été évalués récemment donc, dans une étude publiée en Irlande, donc en 2018, et où effectivement le degré en fait, de risque a été très bien évalué dans cette étude, à la fois donc, à travers l'alimentation possible par le bétail, mais aussi l'alimentation donc, aviaire, y compris donc l'arsenic qu'on peut retrouver effectivement dans des viandes ou dans des œufs, et rapporté bien sûr à la consommation humaine directe. Et donc les conclusions en fait de cette étude ont été de dire que effectivement le risque est négligeable donc aujourd'hui par cette voie donc d'accumulation de l'arsenic, mais donc le débat n'est pas clos puisque ces questions en fait donc liées à l'accumulation de métaux et surtout de la spéciation des métaux et d'autres éléments dans les algues, elle est encore donc fait l'objet de recherches complètement ouvertes. Moi-même, donc j'ai contribué donc à travailler sur donc l'accumulation d'iode dans les algues et à révéler en fait que ces algues peuvent être dans certains cas, notamment pour certaines algues brunes comme les laminaires, des véritables éponges en fait à iode dans l'eau de mer. Donc les laminaires peuvent concentrer jusqu'à 30 000 fois la concentration en iodure dans l'eau de mer, une concentration qui est très faible. Mais ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est par des mécanismes donc contre-intuitifs, en fait, puisque c'est essentiellement dans la paroi cellulaire que cette iodure se retrouve piégée par des processus en fait d'oxydation et de réduction d'iode assez complexes. Ils passent par des familles en fait de peroxydases très spécifiques, donc qui sont des enzymes à cofacteur vanadium en fait, dont on a eu l'évolution chez les algues pour donc une spécialisation en fait dans l'oxydation des iodures. Donc ces mécanismes font qu'effectivement des algues comme les laminaires vont avoir des teneurs en iode qui vont excéder donc plus de 1% de la matière sèche dans certains cas. Donc au-delà effectivement des seuils de tolérance qui sont admis par les agences réglementaires, mais qui peuvent effectivement présenter des risques si on consommait directement cette matière sèche. Mais en fait, on s'aperçoit que ce
avait pu montrer effectivement ces formes d'iode qui s'accumulent donc dans les parois cellulaires des algues sont très labiles et que la cuisson des algues en fait élimine énormément donc de ces concentrations en iode. Pour l'algue brune qui est cultivée en Europe comme Saccharina latissima, on a en 2 minutes en fait de cuisson, on a 70% du contenu en iode qui est éliminé. Et dans le cas donc, du kombu japonais, c'est jusqu'à 95% de cette iode qui se retrouve dans l'eau de cuisson au bout de 15 minutes. Donc on a effectivement une possibilité de traiter les algues, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans les pays asiatiques, en fait, pour limiter en fait, ces quantités d'iode et prévenir en fait, de mettre sur le marché des algues qui seraient au-delà des seuils de tolérance. On a aussi une très très grande variété en fait d'algues et toutes les algues n'ont pas la même capacité en fait à accumuler autant d'iode et elles vont aussi accumuler cette iode sous différentes formes en fait. Comme je disais, les grandes laminaires, elles ont vraiment une grande capacité donc, à accumuler de l'iode, mais d'autres espèces les approchant, comme par exemple le wakame, ont des capacités en fait, d'accumulation d'iode 100 fois moins importantes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas évolué les mêmes systèmes en fait, de concentration. Et en particulier, quand on regarde la spéciation aussi, on a beaucoup plus d'iode organifié en fait, dans ces algues-là, donc d'iode qui est moins biodisponible. Et donc, si on regarde en fait les études donc, récentes donc, qui ont été diffusées dans ce domaine-là, on voit qu'effectivement, on a des très, très grandes variabilités et qu'on a un spectre d'algues consommables qui présente beaucoup moins d'exposition. On a aussi, en termes donc, de bioaccessibilité, de biodisponibilité, un certain nombre d'études qui montrent effectivement que dans les algues alimentaires commerciales, ici une étude qui a été menée en Espagne, on a seulement donc, une partie en fait, de l'iode qui est disponible dans les algues sèches qui peut être donc, biodisponible et passer les barrières intestinales. Et donc là aussi, on a des éléments qui montrent que le risque peut être limité par toutes ces études-là. Donc actuellement, donc, beaucoup de groupes dans le monde sont en train de travailler sur ces questions-là. Moi-même, j'ai participé récemment donc, à une revue d'études bibliographiques dans le domaine analytique, puisque en fait, ces questions sont très, très liées à la précision en fait, et à la validation en fait, des analyses que peuvent produire des laboratoires pour les lots d'algues commercialisés en alimentation. Et donc, on a besoin effectivement de ces éléments et de cette fiabilité pour rassurer les consommateurs et surtout donc à s'assurer que les algues qui sont mises sur le marché sont en dessous des seuils de tolérance et qu'il n'y a pas de risque majeur donc, à consommer des algues. Donc les standards de sûreté alimentaire pour les algues, donc il y a un certain nombre de groupes qui y travaillent. Donc, je suis désolé, ce graphe est un petit peu donc illisible, mais peu importe, il rapporte effectivement qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de standards qui sont en cours de mise en place en fait, pour les algues, ou d'évolution en tout cas, puisqu'il y en a déjà qui étaient bien en place, en particulier des standards donc, qui sont dans le domaine public, hein, donc comme les normes d'hygiène classiques dans tous les systèmes alimentaires, mais aussi le fait qu'aujourd'hui la FAO est en train d'introduire les algues dans le Codex Alimentarius, donc c'était des aliments effectivement qui ne figuraient pas dans le Codex Alimentarius. Et puis, bien sûr, à l'échelle européenne, on a aussi aujourd'hui une législation qui se met en place, alors qui est très basée sur les avis des agences nationales, et en particulier l'ANSES influence beaucoup les avis, bien sûr, de l'EFSA, et donc c'est souvent les avis de l'ANSES qui font référence dans ce domaine-là. En fait, il se trouve que la consommation d'algues a commencé à se développer en France il y a un peu plus un petit peu moins de 40 ans, et que donc l'ANSES a très vite été saisi d'un certain nombre de demandes pour se prononcer sur les risques émanant des algues. Et puis, il y a un certain nombre de standards qui sont plus du domaine privé, des normes, effectivement, qui sont en cours d'élaboration, donc à l'échelle internationale. Donc, j'y reviendrai plus tard, parce qu'elles feront l'objet, dans quelques temps, d'un certain nombre de groupes de travail qui vont se réunir à l'échelle internationale. Donc, les risques alimentaires, donc,
de la consommation d'algues et du développement de l'alimentation en algues à niveau mondial, ils sont donc assez bien identifiés, mais développer aujourd'hui la sécurité alimentaire des algues à l'échelle mondiale peut aussi présenter des risques environnementaux, puisque cultiver des algues en mer, ça n'est pas sans avoir un impact qui peut être soit au mieux neutre, mais qui peut être aussi, dans certains cas, négatif, et puis bien sûr, dans certains cas, très positif. Donc, dans le cas des impacts négatifs, on peut citer effectivement un cas récent, une étude qui a été publiée en Chine, à propos de l'émergence en fait d'une marée verte qui a été rendue très célèbre au moment des Jeux Olympiques en Chine, à Pékin en 2008, avec les épreuves olympiques de voile qui devaient s'opérer dans la baie de Qingdao, et la baie de Qingdao a été envahie effectivement par des marées vertes, et plus d'1 million de tonnes en fait d'algues vertes ont proliféré en Chine, et effectivement la source de cette marée verte, elle vient de la mise en place en fait et de l'émergence de culture à grande échelle d'une autre algue, qui est l'algue nori, une algue rouge qui sert à faire les maquis, qui s'est développée de manière très importante en Chine au cours des 2 dernières décennies, et qui a en fait a placé des structures artificielles en mer de culture qui ont favorisé en fait le recrutement de ces algues vertes qui se sont reproduites, qui se sont effectivement détachées sous forme de fragments, et qui, de par leur capacité de multiplication végétative, ont causé effectivement la marée verte qui est maintenant récurrente chaque année dans la mer de Chine, la mer Jaune, et dont les effets se font sentir jusqu'en Corée du Sud. Donc ça, on voit bien qu'effectivement, développer des cultures d'algues, ce n'est pas anodin, et que ça peut avoir des effets très négatifs. Et les risques environnementaux, ils sont assez nombreux et ont été synthétisés dans une revue qui est parue en 2018. Ça peut être sur des problématiques effectivement générales de l'aquaculture, qui sont en mer, qui sont de favoriser en fait des nouveaux habitats en fait artificiels qui vont favoriser le recrutement d'espèces éventuellement introduites, d'espèces qui vont pouvoir potentiellement aussi causer des maladies dans des habitats naturels, de parasites qui vont pouvoir s'abriter. C'est bien sûr l'impact de relargage de matières organiques, qu'elles soient dissoutes ou particulières par ces cultures d'algues, qui est très important et qui peut avoir des effets à la fois positifs mais des effets négatifs potentiellement. Effectivement, ces cultures vont contribuer à assimiler de la lumière, des nutriments, du carbone, elles vont avoir des conséquences qu'il faut pouvoir évaluer. Donc, pour les évaluer, on dispose d'un certain nombre de moyens scientifiques, effectivement, qui ont été déployés dans certaines fermes. Alors, malheureusement, pas dans les plus grandes fermes de culture pour l'instant, comme celles qui peuvent être opérées en Asie, mais dans un certain nombre de fermes européennes. Ici, je vous présente un dispositif qui a été mis en place dans une ferme en Irlande, dans le cadre d'un projet européen que j'ai coordonné depuis 2017, qui s'appelle Génial. Et effectivement, on s'est attelé à mesurer le recrutement d'un certain nombre d'espèces sur des supports artificiels, à mesurer différents paramètres abiotiques, que ce soit au niveau de la colonne d'eau ou dans les sédiments, d'opérer des pièges à sédiments, de mettre des capteurs de lumière pour voir effectivement l'impact de ces cultures sur les dispositifs. Et donc les premiers résultats effectivement de ces travaux ont été rendus publics. On a effectivement des effets négatifs, mais pas tant que ça finalement. Et on a surtout des effets qui étaient complètement imprévisibles, qui sont effectivement le fait que les cultures d'algues n'empêchent pas la pénétration de la lumière à travers la colonne d'eau. Au contraire, on a plus de lumière mesurée sous les cultures d'algues que dans les zones adjacentes. Ça correspond en fait au fait que
les cultures d'algues vont capter énormément de matières particulières par absorption sur les mucus en fait, des algues et donc limiter la turbidité en fait, du milieu. On a aussi pu mesurer des effets bénéfiques sur des écosystèmes donc, naturels qui étaient présents sous les cultures d'algues, comme les herbiers de zoster, qui sont des habitats protégés à l'échelle européenne et qui jouent aussi un rôle important dans la séquestration du carbone et qui semblent favorisés en fait, par la proximité des cultures d'algues, à la fois d'ailleurs par des protections physiques, le fait que sous les cultures d'algues, on a moins de chances d'avoir des mouillages sauvages, d'avoir des engins de pêche qui vont effectivement pouvoir perturber les fonds, etc. Donc, on a effectivement un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de travailler et de donner des réponses en fait, sur les risques environnementaux des cultures d'algues. On a aussi des éléments maintenant basés sur la génétique, puisque effectivement, les problématiques de pollution génétique, en particulier pour des espèces natives qui sont cultivées, alors qu'on a des populations naturelles de ces mêmes algues qui sont présentes en France, ça demande effectivement de développer un certain nombre d'outils génétiques qu'on a pu développer dans des projets comme Génial, justement, pour pouvoir mesurer le potentiel flux de gènes en fait, entre des populations cultivées et des populations sauvages, avec des premiers résultats d'ailleurs qui montrent qu'on a, lorsque les cultures sont bien opérées, très peu en fait, de flux de gènes en fait, entre des populations sauvages et des populations cultivées, ce qui est plutôt encourageant effectivement pour la suite. Donc, sur ces aspects-là où j'évoquais très rapidement effectivement ces problématiques de sûreté alimentaire, sûreté environnementale de la culture d'algues, en fait, je voudrais juste rappeler des messages que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer lors du colloque du mois de décembre. On a seulement 20 espèces de macroalgues aujourd'hui qui contribuent à l'alimentation et à d'autres produits, et 5 espèces en fait à l'échelle mondiale assurent 95% des productions mondiales alimentaires et d'ingrédients. Donc ça, je pense qu'en termes de sûreté environnementale, on peut se poser la question effectivement d'une diversification de ces espèces, diversification qui peut être aussi importante en termes de sûreté alimentaire pour fournir des algues qui pourront poser moins de problèmes effectivement, par exemple sur les problématiques de d'iode qui sont des problématiques posées aujourd'hui dans les pays occidentaux. La consommation des macroalgues en fait en alimentation humaine et animale, donc pour moi ne représente pas de risque majeur aujourd'hui dans la santé publique, contrairement à des avis un peu inquiétants qu'on a pu voir répercutés par la presse. Sur quoi effectivement peut s'appuyer cet élément-là, c'est qu'aujourd'hui il existe une très grande disparité mondiale dans les préconisations en fait, des valeurs limites en éléments à risque dans les algues. Donc on a un facteur 100 par exemple entre la tolérance en iode dans les algues entre les pays asiatiques et les pays occidentaux. Donc ces questions-là, elles sont posées aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas annexé effectivement de précautions en fait dans les pays occidentaux sur des éléments comme l'iode, surtout que les spécialistes en fait dans le domaine médical, des problématiques de carence en iode montrent clairement qu'il y a des déficiences encore en iode dans un grand nombre de populations européennes, qu'en particulier la problématique est très importante chez les femmes enceintes et donc on peut s'inquiéter effectivement de carences dans des populations, même comme des populations européennes. On ne parle pas encore de populations à l'échelle mondiale. Donc, mais actuellement, il y a pas mal de barrières réglementaires, culturelles et politiques en fait, qui remettent en cause la possibilité de diversifier les apports de la biodiversité algale pour la sécurité alimentaire mondiale. Et notamment, justement, toutes ces questions qui sont posées ne permettent pas de dialoguer en fait, avec la société en fait, pour une meilleure acceptabilité en fait, des cultures d'algues, puisqu'on a tout et son contraire qui peuvent être exposés dans les médias en particulier. Et donc, pour certaines personnes, ça peut être difficile de comprendre pourquoi il faut développer l'agriculture. Donc, ce travail vers les citoyens, il reste à accomplir. Et c'est justement ce qui va m'amener à la transition vers la suite de mon exposé.
si on veut pouvoir parler aux décideurs et investisseurs donc, dans ce domaine-là, et bien sûr aux citoyens, il faut avoir un discours à l'échelle mondiale qui soit donc, cohérent et surtout donc, harmoniser en fait, la perception en fait, des algues à l'échelle mondiale. C'est le but d'une nouvelle coalition que j'ai été amené en fait, à construire au cours donc, des 2 dernières années, sous l'impulsion, en fait, sur une demande en fait, de la Fondation Lloyd Register, mais également donc, d'une organisation de l'ONU qui s'appelle le Pacte mondial en fait, des entreprises hein, pour l'ONU, qui en fait, s'est engagé en fait, dans ce domaine-là pour construire une filière algue plus sûre à l'échelle mondiale. Ici, un exemple de culture d'algues en Corée du Sud. Vous voyez effectivement l'importance que ça peut avoir à la surface de l'eau et à quoi ça peut ressembler. Donc, la question, effectivement, elle est de relever le défi de savoir si les algues peuvent vraiment contribuer à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, je ne les ai pas retraduits en français, mais donc, pour chaque objectif de développement durable que vous avez donc, autour de ces cultures d'algues. Donc les algues peuvent contribuer bien sûr à réduire les problématiques de nutrition à l'échelle mondiale. Elles contribuent bien sûr à la qualité des milieux marins, donc avec le potentiel de biomédiation, de limitation de l'acidification, de la séquestration, de la captation et la séquestration de carbone. Elles produisent bien sûr des habitats dans un certain nombre d'écosystèmes marins. Et donc, elles ont une capacité effectivement de régénération aussi d'écosystèmes dégradés. À l'échelle mondiale, donc, les algues contribuent aussi à plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et en particulier dans beaucoup de pays émergents donc, où les cultures d'algues se sont développées. On a jusqu'à plus de 80% de femmes engagées en fait, dans ces systèmes de production. Et puis, bien sûr, les algues peuvent remplir un certain nombre de services au niveau terrestre qui vont contribuer aussi à d'autres objectifs de développement durable. Vous le savez, effectivement, dans la section, donc on travaille effectivement sur des solutions amenées par les algues pour contribuer à des contributions en agriculture et en particulier à restaurer les sols ou à apporter des solutions dans l'alimentation de pesticides, limitation de pesticides ou la production animale. Et puis bien sûr, donc, plus globalement, donc, dans les réponses au climat, dans les réponses aussi à des développements donc, de nouvelles économies et plus circulaires, donc les algues peuvent contribuer. Donc c'est dans ce contexte-là que la Fondation Lloyds et le Pacte mondial ont lancé un premier document qui est le Seaweed Manifesto, donc, pour appeler à une révolution en fait, dans le domaine des algues. Mais dans le contexte effectivement de booster les productions d'algues à l'échelle mondiale sur des bases donc, scientifiques solides et bien sûr pour répondre aux défis que j'ai exposés auparavant. Et donc bien sûr un grand nombre d'organisations, que ce soit d'ailleurs des entreprises privées, mais aussi donc, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales ont suivi en fait ce manifesto. Et plus de 3000 en fait, personnes en fait, ont suivi donc, ce manifeste. Il y a 250 organisations qui ont adhéré en fait, au principe de ce manifesto. Et ce manifesto, en fait, il avait donc, rappelé un certain nombre de barrières en fait, dans le secteur des algues, effectivement, qui empêchent aujourd'hui d'envisager que les algues puissent vraiment répondre à un certain nombre de défis, notamment que cette industrie elle est très, très fragmentée. Donc à l'échelle mondiale, à part en Asie, qu'on peut manquer effectivement d'un nombre de standards, en tout cas qu'on n'a pas de standards harmonisés dans ce domaine-là, et qu'on a encore beaucoup de barrières, qu'elles soient technologiques, scientifiques et économiques, en fait, et culturelles, qui font que les algues ne sont pas acceptées. Donc dans ce contexte-là, le principe en fait, de lancer une collaboration mondiale dans ce domaine-là a été évoqué par le manifeste. Et bien sûr, les principes d'harmonisation de standards, d'établir des standards environnementaux, de conforter la recherche scientifique dans ce domaine-là et d'essayer de coordonner des investissements dans le domaine étaient évoqués. Et donc, je vais surtout évoquer la collaboration globale, puisque c'est l'objet effectivement de la Safe Seaweed Coalition,
donc, dont la Fondation Lloyds m'a confié le pilotage scientifique. Donc, c'est un partenariat global, en fait, hein, donc, qui va travailler essentiellement sur les questions de sûreté et de durabilité, en fait, de l'industrie des algues à l'échelle mondiale, lorsqu'elle va donc normalement donc, continuer sa croissance, qui, je rappelle, est déjà de 8 à 10% par an, mais qui pourrait être beaucoup plus rapide dans des pays occidentaux et dans un certain nombre de pays comme l'Afrique, où les algues sont encore relativement peu développées. Et donc, on va le développer effectivement autour de 3 grands axes en fait, qui concernent la sûreté des consommateurs, donc sûreté alimentaire bien sûr, la sûreté donc, environnementale, donc développer effectivement donc les productions d'algues et la transformation des algues tout en préservant les écosystèmes dans lesquels on va développer ces activités. Et puis bien sûr, la santé des travailleurs des algues, c'est quelque chose sur lequel en fait, on s'est peu préoccupé dans les précédentes décennies, effectivement, lorsqu'on a développé le secteur des algues, en particulier dans un nombre de pays émergents où on a maintenu des conditions de travail très très difficiles en fait pour les travailleurs dans ce domaine-là et les travailleuses justement, avec énormément de problèmes donc musculo-squelettiques qui apparaissent de par des ports de charge énormes. Manuellement, mais aussi des problématiques qui sont liées au milieu aquatique, hein, tout simplement des risques de noyade dans ce contexte-là, avec des gens non formés, avec des personnes qui doivent utiliser les embarcations sans avoir été au préalable donc formées. Donc il y a énormément de questions qui sont posées, et donc la coalition a pour but de répondre sur ces 3 secteurs-là de manière collaborative. Et donc, la gouvernance en fait, de cette coalition, elle va se baser sur un comité de pilotage et un comité d'experts qui regroupe un grand nombre d'organisations à l'échelle mondiale. Vous avez ici la distribution en fait, de ces membres en fait, à l'échelle mondiale, donc avec des représentants, donc bien sûr, très fortement en Europe, on est parti de l'Europe, mais aussi donc, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie et même en Australasie. Donc, c'est un grand nombre d'organisations qui vont d'organisations non gouvernementales en passant par des entreprises, des académiques hein, dans différentes universités qui rejoignent en fait la coalition et vont donc s'efforcer de développer son plan de travail qui va reposer en fait sur une démarche qui va être essentiellement donc bottom-up en fait. On ne va pas du tout dicter effectivement ce qu'il faut faire en fait en termes d'accroître la sûreté donc, dans cette industrie-là. On va travailler avec tous les membres de cette coalition sous forme en fait, d'appels à projets qui vont être financés par donc, les financements que la Fondation Lloyds a accordés pour cette coalition pour les 3 ans à venir. On a 3 millions de livres qui sont consacrés effectivement à soutenir cette coalition. Et donc, plus de 80% vont servir effectivement à financer des projets collaboratifs dans le monde. Donc, actuellement, on est en train d'établir cette démarche-là avec les plus de 300 membres qui ont déjà donc, adhéré à la coalition. Pour l'instant, l'adhésion à la coalition est gratuite, donc on a vraiment une adhésion très très forte. On a les experts, on a aussi toutes les organisations de l'ONU qui sont mobilisées. Je vais parler du pacte mondial, mais aussi la FAO, donc les organisations de développement aussi pour l'ONU, donc l'UNDP et autres qui sont donc derrière nous. La Banque mondiale aussi soutient actuellement tous ces développements. Et donc, on est en train de rassembler un ensemble de tables rondes, en fait, qui nous permettront donc de définir en fait le texte d'un premier appel à projet qui va sortir en juillet et sur lesquels effectivement on va avoir donc des réponses sur tous les thèmes qui sont évoqués donc, dans les tables rondes que vous avez sur la droite de la diapositive. Donc, tous les retours en fait, de cet appel à projet seront évalués par notre comité d'experts et puis bien sûr ensuite donc, validés en comité de pilotage pour des financements qui vont s'échelonner entre probablement 10 et 40 000 euros, donc des financements qui peuvent paraître très très modestes
mais qui vont, pour certains cas, être surtout des cofinancements pour assurer en fait, le volet sûreté et durabilité et sécurité dans des projets de développement. Donc, on va développer en fait la coalition dans différents domaines, hein, que ce soit pour soutenir des initiatives vraiment basées sur des bases scientifiques, en particulier la biosécurité en fait des cultures d'algues, mais aussi à d'autres enjeux donc liés à la sûreté alimentaire et à la sûreté environnementale. Développer aussi donc plus de sûreté dans les développements technologiques de ce secteur-là, en particulier parce que c'est un secteur qui vise à aller de plus en plus vers la mer ouverte et peut-être demain vers l'offshore avec des plateformes intégrées, avec des éoliennes flottantes en mer et autres. Donc il y a énormément de développements dans ce secteur-là qui vont poser des nouvelles problématiques de sécurité. Et puis bien sûr, un grand besoin de formation. On voit, en particulier dans les pays émergents, c'est évident que sur toutes ces questions-là, il va falloir beaucoup de formation. Donc ça va être le troisième pilier en fait de développement de la coalition. En plus bien sûr du fait de communiquer et de faire beaucoup de networking, puisque aujourd'hui la communauté était très fragmentée au niveau mondial et on a eu plutôt l'impression que au niveau mondial, tout le monde refaisait un petit peu réinventer la roue dans son coin, et en particulier les pays occidentaux, depuis 40 ans, en fait, essayent un petit peu de reproduire ce qui a pu faire le succès de l'émergence des algues cultivées en Asie, avec beaucoup de déboires et peu de réussite, et que justement, il faut réinventer effectivement des modes de travail ensemble. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils numériques qui ont pu être mis en place, en particulier une plateforme qui s'appelle Ubuntu, qui est pilotée par une petite entreprise aux États-Unis, en fait, qui nous permet en fait de mettre tous les membres en contact. En fait, on a ici une cartographie en fait, hein, donc des membres et surtout donc la mise en avant des compétences, des solutions en fait qu'apportent les membres dans le domaine du développement des cultures d'algues. Et donc, chaque effectivement, organisation qui veut participer à la coalition peut être visible sur cette plateforme et visible aussi notamment d'un certain nombre d'investisseurs qui vont contribuer à cofinancer avec nous toutes les actions en fait, que la coalition va pouvoir soutenir. Donc voilà, c'est très facile effectivement de devenir membre de cette coalition. Donc aujourd'hui, le secrétariat de cette coalition, il est composé de moi-même avec Vincent Doumézel, donc, qui est à la fois donc, le directeur pour l'alimentation de la Fondation Lloyd Register, mais aussi donc, le responsable pour les océans donc, au pacte mondial de l'ONU. Deux collègues effectivement sont managers en fait sur les aspects de la coalition et de la communication. Et puis surtout, donc, on a aussi une collègue qui nous a rejoint bénévolement, qui est une ancienne collaboratrice de la Banque mondiale, en fait, qui est basée aux États-Unis et qui nous conseille beaucoup, effectivement, dans le domaine des partenariats en fait, mondiaux et donc de l'engagement, effectivement, des différentes parties prenantes dans le projet. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, je voulais présenter ces éléments-là parce que donc, ça fait partie de mes activités en fait, qui m'ont pas mal occupé ces derniers mois et surtout qui m'ont exposé un petit peu médiatiquement. Donc, il y a notamment le fait que le CNRS a été choisi comme pilote scientifique de cette coalition a fait l'objet de communication. Donc, ça m'a amené à participer à des émissions radiophoniques comme La Terre au carré ou des émissions scientifiques de la radio-télévision suisse, d'être exposé dans un certain nombre de journaux, et c'est pas fini là, parce qu'il y en a certains qui viennent, et donc être présent dans un certain nombre d'émissions pour parler de tous ces enjeux, et donc effectivement contribuer à plus d'acceptabilité sociétale donc, dans le domaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.